Bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format différent de d'habitude. Je vais vous partager des confessions vraiment croustillantes. Alors, il y aura certaines confessions qui sont en rapport avec l'horreur, d'autres non. Voilà, j'ai essayé de varier un petit peu pour que tout le monde soit satisfait. Et il faut savoir que ce sont des confessions que j'ai trouvées sur Reddit, dans la catégorie Confession, un endroit pour admettre vos méfaits, reconnaître votre culpabilité et soulager votre conscience. Voilà, en gros, c'est un subreddit où il y a des gens qui avouent des trucs de manière anonyme et moi, du coup, eh bien, j'ai sélectionné les confessions les plus folles, voilà, les confessions que j'ai trouvées vraiment incroyables. Et vous allez voir, franchement, il y a du lourd. J'espère que ce format va vous plaire, je pense que oui, parce que ça touche à notre curiosité. Je pense qu'on a tous envie de savoir un petit peu ce que l'autre a à se reprocher, quels sont ses secrets. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Du coup, on va pas perdre plus de temps, je vais directement vous lire la première confession. Quand j'étais petit, j'ai essayé à plusieurs reprises de tuer mon frère aîné. J'avais environ 8 ans. Et il ne me laissait jamais jouer avec ses jouets, notamment sa voiture de chasseur de fantômes, que je trouvais trop stylée. Ces jouets datent de quand il était enfant, donc des années 80, et j'ai toujours voulu jouer avec, mais mon frère, lui, ne voulait pas. J'avais pour réputation de détruire mes jouets, et de ne pas prendre soin des affaires des autres. Dans la maison, nous avions chacun nos propres tâches hebdomadaires à faire, et l'une des miennes était de nettoyer notre salle de bain commune. J'ai pensé que s'il était mort, j'hériterais de tous ses jouets. Alors, chaque semaine, lorsque je nettoyais la salle de bain, je vaporisais du Windex sur sa brosse à dents. Le Windex est un nettoyant pour vitres. Je pensais que ça l'empoisonnerait avec le temps. Après quelques mois, j'ai arrêté de le faire parce que mon père m'a passé un énorme savon pour lui avoir demandé « Hé papa, si Peter meurt, je peux avoir tous ces jouets ?» Ce jour-là, j'ai eu droit au regard le plus énervé et le plus dégoûté que mon père m'ait jamais donné. J'ai 32 ans maintenant et je suis pompier ambulancier. Mon frère a 37 ans et il est flic. On s'entend très bien, nous sommes bons amis. Voilà, première confession plutôt dérangeante, parce qu'il a quand même essayé de tuer son frère en l'empoisonnant à petit feu. En tout cas, c'était comme ça qu'il s'était imaginé le truc, c'était son plan. Ça montre que quand on est enfant, on se rend pas bien compte de nos actions, parce que là, je pense pas qu'il voulait véritablement le tuer, je pense que voilà, il se rendait pas compte de ce qu'il faisait, enfin, j'espère. Voilà, donc c'était pour la première confession, j'espère qu'elle vous a plu. On va du coup directement passer à la deuxième. Ça s'est passé en... Laissez-moi réfléchir, peut-être en 1997. J'avais 38 ans. Ma fille en avait 18 et elle sortait avec un garçon qui s'appelle Harry. Il avait 24 ans. J'étais alcoolique et je prenais aussi de la drogue, principalement de la coke. Je n'étais pas une bonne personne, encore moins une mère. Attention, ce n'était pas comme si j'étais violent envers ma fille ou quoi que ce soit, mais je ne me préoccupais pas d'elle. Je me souciais plus de mon alcool et de mes drogues, surtout pendant son adolescence. Aujourd'hui, je suis sobre depuis 14 ans maintenant. Je n'approuvais pas que ma fille sorte avec Harry, mais je ne lui ai jamais dit pourquoi. Il me draguait constamment, et la différence d'âge m'effrayait aussi. De plus, il était alcoolique et toxicomane, tout comme moi. Elle a fini par rompre avec lui à cause de son alcoolisme. Peu de temps après, elle a déménagé, pas trop loin, mais malgré tout, elle ne vivait plus avec moi. Harry n'arrêtait pas de m'appeler et de demander si on pouvait prendre un verre. J'ai refusé. Mais un jour, il m'a envoyé un message en me disant qu'il avait un tas de cocaïne et je n'ai pas pu résister. Il est venu chez moi, nous avons pris de la coke et nous avons fini par coucher ensemble. C'était un très beau mec. Il ressemblait beaucoup à un Justin Bieber des années 80. Pendant les mois qui ont suivi, peut-être 3-4 mois, il venait parfois à la maison et nous faisions l'amour. On se droguait et on se saoulait. Tout toxicomane sait ce que c'est que d'avoir un copain toxicomane de cette façon. Puis, je suis tombée enceinte, et je savais que c'était de lui. J'ai eu des relations sexuelles sans préservatif plusieurs fois bêtement. Je ne lui ai jamais dit que j'étais enceinte. Je suis allé me faire avorter, et j'ai gardé le secret. De toute façon, j'ai arrêté de le voir après ça. C'était trop bizarre. Je suis également devenu sobre pendant environ 4 mois avant de rechuter. Avance rapide de 2 ans. Ma fille me contacte et me dit qu'elle s'est remise avec Harry. No!
No, God, please, no! Apparemment, il est maintenant complètement sobre. No! J'étais mortifié honnêtement. Il allait lui dire que nous avons couché ensemble et elle va me détester pour la vie. Un jour, ils sont venus chez moi. Ils m'ont dit bonjour et quand ma fille est partie, Harry m'a dit qu'il n'y avait aucune raison de lui dire ce qui s'était passé. J'étais d'accord. Ça fait maintenant 16 ans qu'ils sont mariés et ils ont un enfant. Harry a eu un cancer, puis il l'a vaincu. Je ne les vois pas très souvent. Ils vivent au Texas et j'habite sur la côte Est. Mais chaque fois que je les vois, il y a toujours cette tension entre moi et Harry. C'est littéralement la première chose qui nous vient à l'esprit. Pas comme de la tension sexuelle, mais plutôt pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Bon sang. J'y pense souvent, surtout quand je vois mon petit-fils. Je pense toujours que cela aurait pu être mon fils si les choses s'étaient passées différemment. Mais waouh, quel désastre ça aurait été si j'avais décidé de garder cet enfant. Ah bah j'imagine bien la tension qu'il doit y avoir quand elle doit les voir, ça doit être un truc de ouf. Oh non, t'as trop bien choisi, c'est le vin préféré de ma mère. Mais non. Oh bah quelle coïncidence, c'est dingue. Oh non, j'en ai mis partout. Comme la fois avec ta mère. Hein? De quoi? On va la couper celle-là. Quand j'avais 8 ans, il y a un jour où j'ai été récupéré par un ami de mon père à l'école. Enfin, c'est ce que je pensais. Cet homme m'a dit que mon père l'envoyait me chercher pour m'emmener directement à l'aéroport. Non seulement je devais voyager avec mon père ce jour-là, mais en plus de ça, cet homme savait également que mon père finissait le travail plus tôt aujourd'hui. Mon père me l'avait dit le matin même. Il m'avait dit qu'il allait pêcher avec l'un de ses amis. Il faisait ça souvent. Cet homme était aussi au courant pour la pêche. Je lui ai donc fait confiance. Je l'ai cru. J'ai dit à mes professeurs que je le connaissais parce que j'étais excité d'aller à l'aéroport. J'ai été détenu en captivité pendant 3 ans. J'ai été violé, battu et affamé. À 11 ans, j'ai commencé à gagner sa confiance. Ça a commencé avec des trajets dans sa voiture, même si je devais m'asseoir sur la banquette arrière et rester silencieux tout le temps. Il m'a laissé entrer dans sa cuisine et me préparer à manger. Il m'a aussi laissé nettoyer sa maison. Le jour où nous sommes allés nourrir les canards au parc, j'ai couru. J'ai couru aussi vite que mes jambes faibles pouvaient me porter. À cause de la foule, je pense qu'il m'a perdu. J'ai supplié une famille de m'aider, leur disant que j'avais été kidnappé et que je voulais rentrer chez moi. Je leur ai dit mon nom, le nom de mon école et le nom de mes parents. Longue histoire, mais pour faire court, ils l'ont attrapé. Il s'est ensuite suicidé. J'étais de retour avec mon père, mes sœurs et mes chiens. J'ai maintenant 24 ans et je suis marié avec ma femme depuis 4 ans. Je suis toujours en thérapie, j'ai un bon travail et un bébé en route. J'avais pour habitude de rentrer dans des maisons au hasard de mon quartier, lorsque les occupants n'étaient pas chez eux. C'était au milieu des années 80, lorsque la sécurité n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, et beaucoup de familles ne fermaient même pas leurs portes. La première fois que j'ai fait ça, c'était lorsque je faisais du vélo dans mon quartier. J'ai vu la porte d'entrée d'une maison qui était grande ouverte. Je suis allé jusqu'au pas de porte, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai dit bonjour, juste pour voir si quelqu'un était à la maison. Personne ne m'a répondu. J'ai fait quelques pas à l'intérieur, je me tenais dans le salon en train de scanner la zone, puis j'ai pris peur et je suis parti. Après ce jour-là, j'étais accro. J'attendais que les gens partent de leur maison pour rentrer à l'intérieur. Je n'ai jamais rien volé, mais j'ai ouvert des tiroirs, des placards, j'ai fouillé dans des affaires personnelles. Une fois, j'ai trouvé une liasse de $. Elle était enroulée dans une chaussette. J'ai pris l'argent et la chaussette et je les ai mis dans le tiroir d'à côté. Je me sentais comme si j'avais besoin de laisser une trace. Alors, j'ai fini par déplacer de la vaisselle et je l'ai mise dans une autre armoire de la cuisine. J'ai fait ça pour 8 ou 9 maisons, jusqu'à ce que les gens commencent à parler et à devenir méfiants. Les gens de mon voisinage ont commencé à verrouiller leur maison, y compris ma famille. J'ai arrêté après ça. Quelqu'un a appelé la police, mais ça n'a rien donné vu que rien n'a été volé. J'ai arrêté de m'introduire dans les maisons, mais lorsque je suis invité chez quelqu'un, je continue de changer des choses de place. Le délire est plutôt bizarre quand même, Tu t'introduis chez des gens et tu te mets genre à bouger des canapés, tu te mets à changer des choses de place, je sais pas, je trouve ça très bizarre. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Après, il a rien fait de mal, il a rien volé, il a rien cassé, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Je pense qu'il peut avoir la conscience tranquille, il a rien fait de très grave. Bon, on passe direct à la prochaine confession, elle est plutôt cool, vous allez voir. C'était il y a quelques années.
J'étais ami avec cette fille à l'université. Nous l'appellerons Jackie. On poursuivait toutes les deux nos études d'infirmière. Nous nous entendions très bien pendant la majeure partie de l'année scolaire, sauf vers la fin. J'ai commencé à aimer un garçon qu'elle connaissait. Et bien qu'elle savait que j'aimais ce garçon, eh bien, elle a couché avec lui. La salope. Nous en avons toutes les deux parlé, et elle a compris à quel point j'étais blessé. Elle m'a promis de ne plus jamais faire quelque chose comme ça. Avance rapide à l'approche de notre remise de diplôme, c'est-à-dire 1 an plus tard à peu près, il y avait un autre garçon avec qui je sortais depuis un moment. C'était mon copain. Jackie et moi, on était colocataires. On partageait le même appartement. Il y a un soir où mon copain était venu à l'appartement. On s'est préparés tous les 3 et on est allé à une soirée. À un moment donné dans la soirée, j'ai vu Jackie partir. Puis, mon copain a suivi. Je me suis dit qu'ils rentraient ensemble au campus parce que ce garçon habitait à côté. Quant à moi, je suis resté avec le reste du groupe parce que je m'amusais. Je suis revenu à l'appartement seulement pour les entendre baiser. Non! J'étais dévasté. C'était mon copain, et je pensais avoir trouvé le bon. Je savais que je devais me venger d'elle pour m'avoir fait du mal. Et voici ce que j'ai fait. On fumait beaucoup de marijuana à l'époque. Après l'obtention du diplôme, j'ai continué à faire semblant que je l'appréciais. Nous sommes toutes les deux rentrées chez nous, et ironiquement, on n'habitait pas loin l'une de l'autre. Nous avons commencé à travailler dans le même hôpital en tant qu'infirmière, mais unités différentes. Notre hôpital avait une politique très stricte en matière de drogue, qui interdisait toute consommation. J'ai arrêté de fumer, mais pas elle. J'ai fait semblant de continuer la marijuana. Parfois, je faisais semblant de rouler un joint, alors que je fumais en fait de la cigarette, pendant qu'elle fumait véritablement la substance. Environ 2 mois après avoir arrêté cette substance, j'ai laissé une note anonyme sur le bureau de mon directeur. J'ai écrit « Jackie est défoncée. Là, maintenant, vous devez la tester. » Il faut savoir qu'elle n'allait jamais au travail en étant défoncée. C'était un mensonge. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle fumait un jour avant de reprendre le travail, et le lendemain, elle était clean. Elle n'a jamais été en état d'ébriété en travaillant. Environ 1 heure plus tard, la santé de l'occupation est arrivée. Et tout le monde, médecins, techniciens, comité d'unité, personnel de nettoyage, etc., tout le monde a été testé sur l'unité pour éviter toute discrimination. Jackie m'a immédiatement envoyé un texto après avoir paniqué dans la salle de pause, et elle m'a écrit qu'elle avait besoin de parler. Je suis allé la voir et j'ai fait semblant de n'avoir aucune idée. Je la réconfortais en lui disant que tout irait bien et qu'il n'y avait rien à craindre. 1 semaine plus tard, c'était fini pour elle. Elle a enfreint la politique en matière de drogue, ce qui entraînait un licenciement immédiat. Elle a été mise sur liste noire à l'hôpital et à tous ceux à proximité. En raison de l'état dans lequel j'étais à l'époque, c'est-à-dire New York, eh bien, la substance était bien contrôlée dans cet état, ce qui a rendu la situation encore plus mauvaise. Maintenant, elle n'a pu travailler qu'en tant que réceptionniste infirmière, gagnant environ 1/4 de ce qu'elle aurait pu gagner. Aucun travail ne l'embauchera. Est-ce que je regrette ce que j'ai fait? Oui, j'ai été une véritable garce. Est-ce que je lui dirai un jour? Probablement pas. Belle vengeance, elle a quand même ruiné sa carrière. Hein. Après, je pense que de toute façon, dans l'hôpital, il y aurait eu un test de dépistage comme ça, à l'improviste, et certainement qu'elle se serait fait prendre parce que la drogue, ça reste dans votre corps pendant plusieurs jours, parfois même pendant plusieurs mois. Donc, je pense qu'elle s'est un petit peu auto-détruite sa propre carrière, et je trouve ça vraiment dommage parce que faire autant d'études pour en arriver là, c'est un petit peu bête quoi. Le titre de la confession c'est « Je dirige un faux restaurant sur une application de livraison ». J'ai créé une entreprise, j'ai acheté des plats préparés en magasin, j'ai aussi acheté des boîtes à emporter sur Amazon. Je me suis inscrit à quelques applications de livraison, j'ai créé quelques comptes sur les réseaux sociaux, et j'ai aussi imprimé des dépliants que je dépose dans des boîtes aux lettres. Je revends des plats préparés au micro-ondes. Sur certains plats, j'ajoute quelque chose pour les rendre plus beaux, comme du fromage. Jusqu'à présent, le chiffre d'affaires est d'environ 200 livres par jour. Personne ne se doute de rien. Bientôt, quelqu'un viendra pour une inspection d'hygiène. Mais je passerai ce contrôle sans aucun problème. Il n'est pas illégal d'opérer dans sa propre cuisine. Dois-je me sentir mal? Je me sens un peu fier, pour être honnête. Et libre comme un oiseau. Edith, s'il vous plaît, arrêtez de commenter la légalité de cela. Je fais tout par la loi. Je suis au Royaume-Uni. Donc oui, je peux travailler dans une cuisine non commerciale. Oui, je suis enregistré et je paierai des impôts en janvier. Oui,
j'ai mes certificats et oui, j'ai une assurance. Cela ne devrait pas être votre souci, je suis légal. Il s'agit d'un aveu, pas d'un avis juridique. Je n'enfreins aucune loi. Je ruine tout simplement mon karma IRL pour avoir vendu à des gens de la nourriture réchauffée au micro-ondes à la maison. Ce type, c'est un génie, il a tout compris. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il a acheté des boîtes à emporter sur Amazon, tu sais, pour livrer le plat réchauffé au micro-ondes, pour que ce soit plus professionnel. Et ça me tue. Et le fait qu'il ajoute des ingrédients sur les plats préparés, c'est... j'adore. Une pépite. Alors, petit avertissement pour la dernière confession, elle peut heurter votre sensibilité. Vraiment, elle est dégueulasse. Donc, si vous n'avez pas envie d'entendre ça, eh bien, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant. Voilà. Comme ça, c'est dit, hein, parce que je préfère prévenir. C'est bon? On est entre nous? C'est parti. Quand j'étais gamin, vers 8 ans, j'attrapais des petits lézards et je les mangeais. Le goût métallique du sang chaud était réconfortant pour moi. Plus tard, je me suis mis à piéger les rongeurs et à les manger aussi. Je coupe les têtes et les parties inférieures des animaux. Je mange le haut du corps et la queue. J'ai aussi mangé des oisillons, mais j'enlève les têtes. Mes parents ne l'ont jamais su. Et lorsqu'ils ont trouvé des morceaux d'animaux éparpillés à l'extérieur de la maison, ils ont blâmé les animaux sauvages. Je suis maintenant dans la vingtaine et je ne peux pas sortir de cette habitude. Je mange de la nourriture normale, mais de la viande crue, fraîche et chaude est beaucoup trop bonne pour que j'arrête. J'ai l'impression d'être accro et je n'arrive pas à me contrôler. Les lézards, les grenouilles, les serpents, les souris, les rats, les musaraignes et les oisillons sont tous des morceaux savoureux pour moi. Mais maintenant, je dois faire plus d'efforts pour résister à l'envie de tuer et de manger. Parce que j'ai maintenant une petite amie qui n'a aucune idée de ma mauvaise habitude. Si elle savait, elle romprait très probablement avec moi. J'ai besoin d'aide et je ne sais pas comment surmonter cette dépendance. Non, franchement, je pense que tu peux lui dire pour ton addiction, hein. Je pense que tu peux lui dire que t'adores manger des animaux crus et... l'odeur métallique du sang dans ta bouche. Je pense pas qu'elle va rompre avec toi pour ça. Ça m'étonnerait. C'est dégueulasse. La partie qui m'a fait rire, c'est... si elle savait, elle romprait très probablement avec moi. Non, sans blague, mais elle va même appeler la police, wesh. Est-ce que tu serais pas un genre de chat? Bon voilà les amis, c'était pour ces confessions. J'espère que ce format vous a plu. Personnellement, j'ai adoré le faire. Je me suis bien marré aussi. Si la vidéo marche un minimum, je pense que je referai ce format dans le futur. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, hein, et je vous dis à la prochaine.